pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 21. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle ciné, comics, jeux vidéo, séries, politique et même voyage. Et après notre épisode spécial questions-réponses, où nous nous étions face à face dans le blanc des yeux, on revient à notre formule classique. Alors tout droit rentré des USA, mon camarade Benjamin François, alias Quix, alias le roi de la green card. Oui, si on veut. Bonjour Daniel, bonjour les auditeurs. Et oui, ils m'ont laissé revenir. J'ai réussi à franchir la frontière. Alors qu'en vrai, la green card, je l'ai toujours pas. Hein. Je suis toujours sur un visa travail. Donc j'ai dû subir le regard inquisiteur de l'officier de l'immigration. Mais elle n'a rien trouvé pour me refuser l'accès. Donc je suis de nouveau chez moi. Attends, le regard inquisiteur, franchement, les officiers de l'immigration aux États-Unis sont trop gentils. Ouais, alors t'as eu de la chance parce que à Los Angeles, ils sont plutôt agréables comme des portes de prison généralement. C'est rarissime de tomber sur un mec sympa. Je suis plutôt East Coast. New York, c'est trop des mecs sympas. À chaque fois, ils font la bonne vanne, on rigole et tout. Non, vraiment, Mais peut-être que ton visage avenant et ton air jovial doit jouer, je sais pas. Hein. Moi, à chaque fois, je tombe... Alors, peut-être 9 fois sur 10, je tombe sur des gens désagréables. Moi, même pas. Pas bonjour, pas au revoir, la meuf, hein, rien. Ah ouais? Putain, c'est dingue. Alors que moi, c'est genre, vous venez faire quoi? Oh, you're coming for Comic-Con? Yeah, right, enjoy it. C'est genre, vraiment, genre, oh, ça va être super. Et parfois, il me dit, ouais, j'adore Star Trek, tu vois. Enfin, bah ouais, mais non. Mais moi, je viens de travailler, moi, je viens voler le pain des honnêtes américains, voilà pourquoi ils m'aiment pas. Ah, c'est pour ça aussi. Ah bah, peut-être. Mais par contre, quand je vais au Japon, et j'en reviens là, juste là, précisément, et bah, justement, là, je ne pipe mot, et si possible, je fais croire que je parle pas japonais. Je fais le meilleur English possible. Parce que justement, s'ils voient que tu parles japonais, ils vont te poser des questions parce qu'ils ont un levier sur toi. Et ça m'est déjà arrivé, genre, de faire, il me dit dans ma valise, alors vous avez quoi? Bah, je sais pas, je dis, j'ai rien, j'ai 3 peluches. Tu sais, je voulais offrir des cadeaux. Et le mec, il me fait, ah oui, montrez-les-moi. Oh là là. Et à partir de ce jour-là, j'ai fait, ok, je ne parle plus jap avant de rentrer sur le territoire. Ça sert à rien ça sert à rien de discuter avec ces gens-là. Ouais, mais c'est comme les journalistes qui viennent à l'E3, il faut jamais qu'ils disent qu'ils sont journalistes parce que sinon, ils se font demander un visa qu'ils ont pas et ils se font renvoyer chez eux. Oui. T'as besoin d'un visa de travail, ouais. Ouais, voilà, ouais. Et bon, et ben moi, je suis Daniel Dreyev. Mais oui, qui es-tu? Mais oui. C'est vrai qu'il faudrait que tu fasses. Mais toi, qui es-tu? Genre, parce que moi, je te présente à chaque fois. Qui es-tu, petit homme poilu? Eh ben écoute, moi, je suis. J'ai presque autant de poils que toi, et je suis fait la même. Faux. Oh, c'est tellement la faux. Même taille. Et alors, on vous explique un peu cet épisode, qui n'est pas un Q&A pour une fois là. Mais je viens juste de rentrer du Japon. On pensait en fait, enregistrer depuis Tokyo, et en fait ça s'est pas fait parce que l'emploi du temps et surtout les conditions pour se capter, un à Los Angeles et un à Tokyo, ça fait c'est une très gros décalage horaire. Les conditions techniques y étaient, mais c'est au niveau du calendrier que ça a pas marché. C'était compliqué. Oui, il y a des calendriers qui étaient un peu compliqués. Bah, on avait 16 heures de décalage, je crois, un truc comme ça. Enfin, en gros, toi, 16 heures de décalage, et moi, je devais tout de suite courir pour le boulot. Voilà. Ou pour d'autres trucs, et donc, on n'a pas réussi. Et de toute manière, comme ça veut dire qu'on enregistre dans des meilleures conditions. Et il est quelle heure chez toi, là? Là, il est 20h chez moi. Et ben attends, moi, il est 5h du matin, et comme je ne dors pas, voilà. C'était expliqué dans le Q&A, je ne dors jamais. Et du coup on enregistre dans des conditions, on espère, optimum. Du coup, un lundi soir à la fraîche, et si je suis assez motivé, je ferai le montage et on publie mercredi peut-être. Oui, parce qu'on s'est dit sinon on n'allait pas faire de After Eight cette semaine. Ça ferait beaucoup de semaines d'affilée sans épisode, ouais. Et donc cet épisode est un peu particulier puisqu'on va surtout parler un peu de nos expériences, ou plutôt de de ces 2 semaines qu'on a passées. Bah ouais, puis de ton voyage au Japon surtout, parce que de ton voyage en France aussi. Ouais, un petit peu. Tu étais au TGS, mais tu n'étais pas que au TGS. Ouais, c'est-à-dire j'ai une relation un peu particulière avec le Japon, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de voyages, et j'ai besoin de changer à chaque fois d'itinéraire ou de choses à faire. Tu y vas une fois par an à peu près, c'est ça? J'y vais une fois par an, et ouais, là je suis dans les 30 voyages, plus de 30 voyages, donc
faut que je trouve des choses à faire, sinon je deviens ma boule en fait. Si j'y vais que pour le game show, c'est con à se bouffer du foin, hein, tu vois. C'est vraiment genre, tu rentres dans un hall, tu regardes jouer aux jeux vidéo et tu rentres chez toi après 12 heures d'avion. Bah oui, écoute, ayant fait l'E3, je sais à peu près ce que c'est, et je comprends le malheur des pauvres journalistes qui viennent uniquement pour ça, qui se tapent 12 heures d'avion, qui font 5 jours, dont 3 jours de salon complètement intensifs, et qui repartent quasiment aussi secs sans profiter un peu de l'endroit, quoi. Donc moi je me donne du temps, et là cette année, l'année dernière j'étais allé à Hokkaido, et cette année j'ai décidé d'aller en Kyushu, et il faut savoir que si vous allez au Japon en ce moment en particulier, il y a toujours des offres pour les gaijin, d'abord pour les étrangers. Si vous êtes ressortissant étranger, les billets sont à prix super réduit en avion. Et prendre l'avion là-bas au Japon, c'est comme prendre le bus. Hein. C'est super simple. Mais c'est pour on peut arriver 10 minutes avant. C'est pour concurrencer le Japan Rail Pass qui a des tarifs défiant toute concurrence pour les gaijin ou... Il y a ça aussi, et surtout, c'est que il y a aussi beaucoup d'îles au Japon, tu vois, donc ça te permet de découvrir. C'est une offre du ministère du Tourisme pour te faire découvrir un peu le Japon différent. Ouais. Oui, pour sortir Tokyo. de Tokyo, quoi. Ouais. Ouais. Et parce que la campagne japonaise est extraordinaire. Et bah oui, j'ai vu des photos sur Snapchat de tes randonnées, c'était vachement chouette, et j'ai des vidéos voilà, même. Ah oui, c'est vrai. J'ai randonné en vidéo avec toi. C'est vrai, j'étais FaceTime, FaceTime vraiment au milieu de nulle part. Mm-hmm. Et donc oui, je fais de la randonnée, et là cette année j'ai choisi d'aller dans le Kyushu, et je tiens à préciser d'ailleurs que les billets déjà étaient à prix réduit, mais en plus, comme le Kyushu a été victime d'un tremblement de terre, pour aider au redéveloppement, il faisait un prix débile pour aller à l'autre bout du pays. Je crois que j'ai payé $50 par billet. Ah oui, ça va. Ah ouais, c'est genre pour aller faire un Paris-Rouen, c'est peut-être plus cher. Hein, tu vois. On marche sur la tête. Hein. Et alors j'ai pu Donc pour faire situer Kyushu, c'est l'île la plus au sud du Japon. Hein. Vous voyez Kumamoto, ça parle pas forcément, mais si vous voyez Nagasaki, vous voyez c'est à l'extrême bout du pays en fait. Ouais, c'est à l'extrême sud-ouest. Ouais, voilà. Et c'est pas l'endroit le moins peuplé parce que il y a d'autres départements, préfectures plutôt, qui sont encore moins peuplés au milieu de la péninsule. Mais là c'était un changement assez radical. Les gens qui sont que habitués à Tokyo ne se rendent pas compte de la richesse de ce pays et de la gentillesse des gens, parce que quand t'es à Tokyo, maintenant, ils sont habitués aux gaijin, aux gens qui sentent pas bon, enfin, à leur avis. et à côté desquels ils ne s'assoient pas dans le métro. Mais quand tu vas ailleurs, tout d'un coup, le contact devient beaucoup plus franc, beaucoup plus intéressant. Mais c'est un peu pareil que les étrangers qui visitent la France et qui vont ailleurs qu'à Paris. Au final, ils découvrent un pays complètement différent, parce que nous, on le sait, mais Paris, c'est pas la France, quoi. Quand tu vas en Bretagne ou tu vas dans le sud-est, ça n'a rien à voir non plus, et c'est des ambiances complètement différentes, donc j'imagine que pour le Japon... Et en plus, eux, ils commencent le tourisme en mode difficile, puisqu'ils commencent en général par le RER... le RERB. Non, le B pour revenir de Roissy. Et t'inquiète pas, j'ai initié ma copine au RERB dès l'arrivée, et ça lui a fait un choc culturel quand même. Ah merde, putain, moi j'aurais jamais fait ça, j'ai trop peur du Debain. Et donc d'abord j'ai fait de la randonnée, et je me repère en fait, je prends un plan et je regarde les randonnées intéressantes à faire, et je regarde aussi les urbex intéressants à faire, et puis les volcans aussi, parce que je choisis les endroits où je vais à partir en fonction des volcans. Et donc j'ai survolé mon premier volcan en activité. En hélicoptère. En hélico. Ouais, j'ai jamais pris l'hélico au Japon, et je me suis dit merde, on va le faire, et c'était pas cher du tout. C'était pas cher, plus. Ouais. Non, le premier prix c'était 7000 yens par personne. 7000 yens, c'est 60 € quoi. Ouais, bah oui, ça va. Et tu peux le louer pour toi tout seul pour une somme pour 400 €, mais par rapport au tarif des hélicos qu'on a en France, enfin, et même aux États-Unis, c'est un peu cher. J'ai aucune idée du prix que ça coûte en fait en France de prendre l'hélicoptère. Je pense que c'est 250 € pour un baptême de l'air, je pense, je te dirais comme ça, à vue de nez. Mais par exemple, survol de New York, je pense que c'est touchable à 200 $.
par personne. D'accord. Bah, c'est un truc qui est effectivement envisageable, mais tu le fais pas toutes les semaines, ouais, c'est sûr. Ouais, bien sûr. Mais voilà, si t'es là-bas, eh ben là, c'est pas genre tous les jours je vais au Kyushu, et en plus c'est super pas cher. Ouais. Et il faut que je te raconte, l'héliport, il est au milieu d'un parc de loisirs qui est un zoo pour animaux kawaii. Et tu vois, c'est rien de le dire, t'as résumé tout le Japon. Les zoos japonais sont très très déprimants, je trouve, parce que tu sens que les animaux sont traités en fonction de leur kawaii, quoi. D'accord, donc un animal un peu moche, il est pas traité super bien. Ouais, voilà. Ah non, il est pas mis en avant, tu vois. Ouais. Et il y a des cages à ours et les ours, et je suis pas sûr qu'aujourd'hui tu pourrais faire ce genre de zoo en France, par exemple, où t'as des ours qui se mettent sur des estrades et on leur balance de la bouffe, ou les gens leur balancent je suis pas sûr qu'aujourd'hui ça serait politiquement correct et surtout le respect des animaux. Et en même temps, le parc d'attractions, c'était un samedi, tu vois. Normalement, tu te dirais, il y a plein de gens. En fait, c'est assez vide. Et je me suis dit dans ma tête, en visitant ce truc pour aller à l'héliport, je me suis dit, dans 10 ans, c'est un spot d'urbex ici. Il faut bien que je mémorise l'endroit. Ouais, tu penses que le zoo va crever dans les 10 années qui viennent? Ouais, je pense que c'est très possible parce qu'il y a un truc très années 80, très début d'années 90, un peu sur le retour. Il y avait un spectacle d'animaux assez incroyable où genre il y a avec des faucons et des chiens savants, enfin vraiment, mais je te dis aujourd'hui, je pense pas que ça serait possible de faire ce genre de zoo, et je vous invite un jour, si vous vous rendrez au Japon, de visiter un zoo japonais. C'est très très particulier, si vous sentez la différence quand vous montez un escalator japonais et qu'avec une petite voix robot qui vous dit restez sur votre gauche, il y a un peu de ça, quoi. C'est qu'il y a toujours quelqu'un qui t'assiste dans ta visite et qui te rappellera que tu es dans le paradis du kawaii. Et à un moment, un mec qui avait un énorme serpent. Et en fait, je dis, ah putain, c'est un serpent. Et il commence à il me dit, vous pouvez le mettre autour du cou. Et je le mets autour du cou. Il me dit, c'est un boa constrictor. Et heureusement, il était un petit peu fatigué. Sinon, et s'il me l'avait dit, évidemment, je l'aurais pas fait, quoi. S'il m'avait dit que c'était un boa constrictor. Et ouais, donc c'était une expérience assez intéressante d'avoir ce. Et pourquoi j'ai fait de l'hélico, c'est parce que aussi la région a été sinistrée par un séisme, et donc toutes les routes, les accès au volcan étaient interdites. Alors soit je me la jouais gaijin et je sautais les murets et je montais, mais le problème c'est que c'est quand même un volcan et il est en alerte niveau 2. Ah oui, donc tu fais pas trop le con, quoi. Niveau 2, t'approches pas du cratère. Donc je me suis dit, on va pas faire ça, on va pas jouer au con. Je reviendrai à un moment plus paisible. Mais bon, je l'ai survolé, je suis déjà très content de l'avoir fait. Bah, j'ai déjà vu sur Snapchat que quand tu as fait de la randonnée, tu as pris une route qui s'était complètement effondrée et qui va pas être réparée avant un moment, quoi. Alors, je pense que ça sera pas réparé avant 4-5 ans, facile. Et c'est une route qui s'appelait Laputa no Michi, et la route de Laputa, comme le film de Miyazaki. Et en fait, ça m'intéressait de voir un endroit qui est aussi un lieu dit, qui a repris le nom d'un film de Miyazaki pour baptiser son endroit. Ah, donc c'est le lieu-dit qui a repris le nom du film, c'est ça, c'est pas ouais, parce que quand tu es en haut, t'as des paysages à la Laputa. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et j'ai vu les photos de la route, c'est des motards. Et déjà, ça avait l'air défoncé avant, mais là, il y a des rochers partout, et j'ai jamais vu une route aussi dévastée de ma vie, en fait. Bah, elle était bien défoncée, ouais. Toute la moitié d'une voie était complètement effondrée. Puis ça avait pas l'air super solide, même sur le côté par lequel t'es passé. Enfin, il y avait des rochers partout. Ouais, il y avait des gens qui m'ont dit n'y allez pas. Et pourtant, en fait, ça allait très bien. En fait, c'est pas une randonnée très difficile. Et en fait, ce qui était même assez plaisant, c'est que vu que c'était impraticable par les voitures, donc il y avait pas de voitures. Et je me suis dit, c'est dommage qu'un tel chemin soit envahi par les voitures en temps normal. Mais là, on est peinard. Je pense qu'avec tous les travaux qu'il y a à faire, et je pense qu'en plus, il n'y a pas d'intérêt financier à remettre en place cette route. C'est pas une route très importante. Du coup, je pense qu'on va attendre encore quelques années. Et on voyait bien. On voyait bien sur les vidéos que tu faisais que t'étais tout seul. Il y avait personne à côté de toi. À un moment, t'as dit qu'il y avait un motard, mais c'est tout, quoi.
j'ai vu personne. Et oui, il y a des gens qui arrivent par en haut, tu vois, ils se posent en haut et ils posent leur moto en haut, ils vont voir la super vue d'en haut et puis ils repartent. Ah, il passe par l'autre Mais côté. et bien entendu, c'était un plat cagnard et je manquais d'eau et à un moment j'ai vu le garde forestier, il m'a filé une bouteille, j'étais trop content. J'ai regardé le garde forestier qui est évidemment était tout en bas, mais c'était. Puis comme je te disais, l'hospitalité japonaise, j'ai été invité par une nana qui elle m'a vu à l'aller et ensuite elle me voit au retour et ensuite elle me propose de manger un bout chez elle et elle avait un jardin ouvert tout en bas de la route en fait, de la montagne. Et du coup, ouais, voilà, c'est ça l'hospitalité à la japonaise de province, c'est un truc qui arrive difficilement à Tokyo et Mais là, j'ai ma question. J'ai ma question de mec à qui on dit depuis des années que les Japonais, c'est des racistes et xénophobes et qu'ils aiment pas les étrangers. Si tu parles pas japonais, est-ce que les gens sont aussi hospitaliers quand ils te voient arriver débarquer pour faire des randonnées? je sais pas. Écoute, je me souviens de quand je parlais moins bien japonais, les gens étaient quand même assez cool en fait. Ouais. Ils sont très. Parce que Ils tu sont l'as tr- dit, à Tokyo, ils ont l'habitude des gaijins. Moi, je suis allé qu'à Tokyo et j'y étais pas longtemps et les gens ont tous été adorables, mais c'est vrai qu'à Tokyo, ils ont l'habitude maintenant. Mais dans Ouais, la ouais. campagne, est-ce que c'est le cas aussi ou est-ce qu'il y a toujours cette réputation? Est-ce que cette réputation est usurpée ou pas en fait? Si tu veux des grands cas de racisme, j'en ai jamais eu en province. Il y a juste un moment où pas loin d'une famille. On m'avait dit ce mec-là, il aime pas les Coréens, il aime pas les étrangers, tout ça. Je me suis dit, oh là. Genre, j'ai senti un mec chelou, mais sinon, j'ai jamais eu de grands cas de racisme avéré en dehors de Tokyo. Parce que, Par alors, ce que contre, à Tokyo même, ça m'est arrivé, par exemple. ça t'est arrivé? Genre, je remplis des formulaires pour louer un vélo, et le mec, il me dit, ah non, vous êtes étranger, le vélo, on vous le loue que pour la journée. Alors que moi, il me fallait pas une semaine. Je dis, vous voulez rigoler? Donc, en fait, vous faites une discrimination raciale, en Ah ouais. fait. Et je me suis dit, j'avais presque envie de voler un vélo. J'avais presque envie de voler un vélo plutôt que de le louer, quoi, du coup. Ah bah ouais. Mais ce que m'avait dit Greg, c'est que globalement, en fait, les Japonais étaient devenus vachement plus cool avec les étrangers touristes, mais que par contre, le racisme ressortait si, tu débarques, tu t'installes, tu viens de te marier avec une Japonaise et tu vas être leur voisin, en fait. Où là, d'un coup, ils te voient d'un œil un peu différent. Alors, il y a quelque chose comme ça, mais ça, c'est un truc sociologique et je l'explique, et je l'explique assez souvent quand je le vois chez des amis. C'est un truc vraiment con comme la vie, mais c'est une vérité. C'est que quand c'est l'homme qui retourne dans son pays avec une nana étrangère, en général, ça se passe bien. Mais sociologiquement, une femme qui reste, une femme japonaise et une femme, je dis japonaise, mais une femme russe qui vient avec c'est valable pour tout. Si la femme est locale et elle ramène un mec étranger, c'est toujours moins bien vu. Et c'est terrifiant, mais c'est la vérité. C'est que t'as toujours un truc sociologique de elle a pas choisi un homme de son pays ou de sa nationalité, de sa race ou des choses comme ça. Mais alors, un Japonais qui ramène une Russe, alors, comment elle est vue, la fille? Ah ben non, mais quand justement, c'est ça qui est horrible, c'est que sociologiquement, si t'es un homme local et que tu ramènes quelqu'un d'autre, tu passes pour un héros social, quoi. Ah oui, d'accord. Alors que et c'est horrible à faire, mais je l'ai constaté de mes yeux. Il vaut toujours être mieux le mec qui revient dans son pays avec la personne Non, mais d'origine. Et je dis pas ça et je dis pas ça pour toi, mais parce que en même temps il y a un autre truc, c'est que toi t'es aux États-Unis et à Los Angeles et c'est les pays des grands melting pot, genre où tout le monde se fout de ce que tu fais du moment que tu payes tes impôts et enfin, n'est-ce pas? du moment que t'es blanc aussi, hein. Euh... Oui, oui, du moment que t'es blanc, c'est quand même vachement avantageux d'être blanc. Tu sais, être un homme blanc, c'est quand même ce qui se passe de mieux dans la société, hein, mine de rien, hein, on va pas se mentir. Ouais, malheureusement. Mais après, il y a aussi en fonction de l'endroit où t'es. Ah, bien sûr, non, mais Ouais. Los Angeles, c'est pas le pire endroit en Californie pour être étranger, clairement. Il y a tu vois, dans la campagne, ça passerait vachement moins bien, quoi. Même en Californie, il y a des bourgades paumées où les gens ont des mentalités à la limite redneck, quoi. Mais Hmm. évidemment, quand tu restes dans un milieu urbain, ça se passe toujours, enfin, Hmm. dans une grande ville, généralement, t'es entouré de gens qui sont plus éduqués, qui ont généralement, voilà, qui ont voyagé, qui savent ce que c'est qu'une culture étrangère, donc qui en ont moins peur. Donc évidemment, t'es vachement mieux accepté, oui, c'est sûr. La sociologie japonaise est un peu différente puisque faut pas oublier que bah ils sont sortis perdants de la guerre, mais en même temps, et du coup, dans leur
toute leur publicité, dans leurs médias. Les Occidentaux, pendant des années, étaient montrés comme un exemple. C'était les personnes qu'ils avaient envie de devenir. Au fur et à mesure, c'est un peu estompé. Et je te dis les Occidentaux, mais c'est pas valable pour tout le monde. Je pense pas qu'il y ait de fascination particulière pour la Russie, ou plus pour l'Amérique. C'est le modèle du rêve américain, quoi. Ouais, puis les Russes sont un peu leurs voisins, ils sont plus proches d'eux, ils ont eu des conflits, et d'ailleurs, je crois qu'ils ont toujours des conflits. La Russie, techniquement, tu sais que la Russie n'a toujours pas signé de traité de paix avec le Japon. Techniquement, le Japon est toujours en guerre avec le. Ils sont en paix de fait. Ils sont en paix de fait, pardon. Mais par contre, ils n'ont pas signé de traité de paix, donc techniquement, ils sont encore en guerre. Et mon prochain but, c'est quand même d'aller dans Russie via bateau. À En partir passant de par les îles du Nord, mais c'est à les îles partir du de Nord qui Kaido. sont, ouais, c'est les îles du Nord qui sont contestées d'ailleurs entre les Russes et les Japonais. Il y a toujours un petit contentieux. Ah, sur les sur Kourils, ces tu îles parles. tout au nord. Voilà, les Kourils. Les Ouais. Kourils, mais alors les Kourils, c'est autre chose. Les Kourils, tu n'y iras pas parce que je pense que c'est des installations militaires. Hein. Moi, je pensais plutôt à Vladivostok ou des choses comme ça. Ah oui, des mais villes Vladivostok, c'est portuaires. vraiment en Russie par contre pour le coup. Oui, Ouais. oui. Mais les Kourils, les Kourils, c'est grande histoire de conflit. Mais je pense que le Japon a essayé de rouvrir les négociations pile quand Poutine est arrivé. Je pense qu'ils ont tombé sur le mauvais mec. Ah, Genre, tu m'étonnes. Poutine lâchait du territoire. Non, c'est pas la peine. Et donc voilà pour mes news. On va peut-être reparler un peu du TGS après. Alors toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment s'est passé ton séjour en France finalement? Mais moi, mon séjour en France c'est très bien passé. Écoute, je me suis baladé. Je ne suis pas resté que à Paris, donc j'ai fait découvrir un peu la province à ma copine et qui est devenue ma fiancée entre temps. Voilà. Mazel tov. Merci bien. Et on est allé plutôt vers l'ouest parce que bah, c'est plutôt par là que j'ai grandi, même si c'est pas de là que je suis originaire à la base. Mais voilà, on est allé à Nantes, on est allé à La Rochelle, on est allé rendre visite à un copain vers Niort. Et bah, on a pris du bon temps, on a eu beau temps, on a eu un bon séjour, on a bien mangé, on s'est tapé une raclette avec toi. C'est vrai. C'était chouette. On a plein de kilos à perdre, donc voilà, on est rentré aux États-Unis pour perdre du poids, ce qui est d'une logique complètement infaillible. Et voilà, non, c'était des bonnes vacances, mais j'ai rien d'aussi extraordinaire que toi à raconter. Enfin, j'ai fait des trucs sympas, j'ai fait des belles visites. À Nantes, on est allé à la Cigale. Est-ce que tu connais la Cigale à Nantes? C'est le plus vieux restaurant de la ville de Nantes. Et à l'intérieur, ils ont essayé de garder le truc au maximum comme c'était à l'époque. C'est juste en face du théâtre. Alors ça date de, je sais plus quand ça date, mais ça date, je crois, de la fin des années 1800. Attends, je vais vérifier. Je tapote sur mon clavier et je vois 1895. Donc c'est quand même une brasserie qui date un peu. Et ouais, à l'intérieur, c'est encore superbe. D'ailleurs, vous pouvez regarder sur Wikipédia, il y a des photos. Donc on est allé là, on a fait des passages, on s'est bien baladé globalement. Et à La Rochelle, ben pareil, on est allé à la vieille ville, sur le port. On s'est fait plaisir globalement. Et puis pareil à Paris, en fait, elle m'avait dit qu'elle voulait pas faire les trucs de touristes, donc je l'ai emmené à Montmartre, normal, les trucs pas touristes. Mais non, sinon on a quand même bien marché. On a fait ce que font les Parisiens. On est allé boire des coups en terrasse. On est allé se poser au jardin du Luxembourg. Bref, c'était un chouette séjour. Ah bah écoute, c'est que du positif là. Ouais, que du positif. Pour des gens qui parlent de hate tout le temps. Mais c'est sûr que bon, voilà, comme c'est la France, je vais pas apprendre grand chose aux gens qui habitent en France. Bon, après les gens qui connaissent pas Paris, forcément, mais c'est sûr que c'est moins exotique que le Japon. Ouais, c'est moins exotique, mais bon, après, chaque expérience est bonne à voir. Et surtout, tu peux randonner partout, hein, tu sais. Ah, ça c'est vrai. Ah, et je t'ai pas parlé des urbex que j'ai fait, à part la route. Il m'est arrivé un truc un peu flippant, c'est qu'ils m'ont posé... j'ai demandé à l'hôtel de me déposer à une station de bus pour rentrer dans la ville. Et le problème, c'est qu'ils m'ont posé dans une mauvaise station de bus. C'était une gare, mais elle était fermée après le séisme. Et vraiment, c'est très impressionnant à voir les destructions du séisme. Mais donc ils t'ont déposé accidentellement dans une gare fermée? Une gare fantôme, ouais. Oh putain. Et ouais, je les ai appelés après. Bah là, ça servait de parler japonais parce que pour expliquer que t'es dans une gare, des gares Ah, tu abandonnées m'étonnes. et que t'es foutu. Et du coup, le mec, il s'est raboulé tout désolé en bagnole et il m'a redéposé à un autre endroit. Et là, ça s'est bien passé. Mais du coup, j'ai fait urbex spontané, gare abandonnée. C'était assez intéressant. Et ouais, et en fait, il y a un autre truc d'urbex que j'ai essayé de faire. C'était un parc d'attractions.
et je suis arrivé trop tard, de pas longtemps, puisque il venait de fermer, il venait d'être détruit, genre il y a un mois, tout cassé. Donc Ah, pas de chance. c'était pas de chance, mais, Ouais, mais parce que les vieux parcs d'attractions en matière d'urbex, c'est toujours assez incroyable. T'as toujours des images assez maboules avec. Il y a une espèce d'atmosphère un peu cinglée qui se dégage du truc en te disant ouais, c'était des manèges, il y a des gens qui se sont amusés là. Il y a le côté féerique pété en fait. Je sais pas trop comment l'expliquer. Ça me fait ça par exemple quand je vois les photos de la grande roue à côté de Tchernobyl. Tu sais, comment s'appelle cette ville qui est juste à côté de Tchernobyl? Ça y est, je perds la mémoire. Mais bon, tu vois de laquelle je parle. La ville qui est juste à côté. Et avec cette grande roue et ces manèges, et tu dis putain, c'est une espèce de mélancolie qui en sort, qui est dingue. Ah bah Donc, ouais, c'est. Il restait plus rien de ton parc d'attractions à toi? Si, il restait encore la boîte, il restait un enclos à animaux où il y avait marqué donner 100 yens pour donner de la bouffe aux animaux. Ouais. Et il restait la cabane des responsables. Et à un moment, il y a quelque chose qui est sorti d'un arbre. Et putain, j'ai eu les boules, genre j'ai eu vraiment les boules. Je savais pas quel animal c'était. Et c'était soit je crois que c'était un renard. Je suis pas sûr, mais je crois que c'était un renard. Ouais. Et du coup, c'était assez flippant, mais assez plaisant parce que j'y suis allé à 7h du mat et tu vois, c'est un peu comme je peux pas dormir, j'y vais très très tôt et à 7h du mat, t'es sûr moi que tu verras personne. Bah ouais. Et j'étais un peu déçu, mais en même temps, je me dis, c'est la vie, on peut pas tomber toujours. L'année dernière, j'étais tombé sur un spot génial puisque c'était un temple récent, mais complètement détruit et je suis monté tout en haut de la tour et tout. Il y avait personne, c'était vraiment un endroit génial. Bah, si vous êtes curieux, putain, un jour il faudrait que je les compile dans des articles en fait, tous ces trucs. Faut que je fasse des articles parce que j'en ai fait je fais beaucoup d'urbex spontané en fait. Je découvre des trucs et je me dis allez comment je rentre là-dedans et voilà, c'est comme ça que ça se passe souvent. Et moi j'ai retrouvé le nom, c'est Pripyat. Ça t'a jamais tenté, toi qui parles russe, d'aller dans la zone à Tchernobyl? Faire de l'urbex? Relation compliquée avec Tchernobyl, j'y suis allé l'année de Tchernobyl en Russie. Ah oui, d'accord. Et mais juste avant et après on m'a fait souvent j'ai eu de la malchance parce que je devais par exemple aller en Chine mais très très jeune et puis je me souviens très bien, on était en bagnole, on écoutait les radios avec mes parents et puis tout d'un coup on entend des émeutes place Tiananmen. Ah ouais. Et là mes parents ils se regardent, ils font mais je crois qu'on va pas en Chine. Et j'étais très très déçu quoi. Je devais aller en Iran une fois et pour aider un ami russe et là le mec il avait le billet et tout ça, on était parce que c'est plus facile d'aller en Iran via Moscou et on avait les billets et tout et puis c'est le jour d'avant ils ont pris en otage ils ont capturé tu sais les militaires britanniques qui s'étaient échoués dans les mers avancées et en fait ils les avaient pris en otage quoi Ouais. et on s'est dit, et alors c'est pas le problème c'est pas le pays parce que les Iraniens sont adorables, mais c'est politiquement, c'est genre ils sont politiquement le gouvernement il est tendax, donc du coup Un petit peu. on s'est dit ouais on va pas tenter le diable quoi. Mais pourtant je pense qu'on ne risquait rien du tout, hein. Il y a pas de... Ouais, c'est juste ça me fait penser à le premier voyage que j'aurais dû faire au Japon. Je devais y aller 2 semaines et demie et c'était un mois après le séisme et Fukushima. Ah tu aurais dû, hein. Tu sais que Alors j'ai des amis qui y sont allés et j'ai beaucoup d'amis qui l'ont fait et ils ont dit c'était super expérience. Ouais, bah j'ai pas mal d'amis qui l'ont fait aussi et qu'on dit c'était génial, il y avait 0 touriste. Nous, la raison pour laquelle on a annulé, c'est que je rejoignais des copains qui faisaient un tour du monde et les mecs, ils venaient déjà de s'enchaîner les inondations dans le Queensland en Australie, plus le tremblement de terre de Christchurch où ils étaient à Christchurch et c'est même eux qui avaient témoigné à la télévision et tout par téléphone. Donc ils se sont dit, les catastrophes naturelles, on a notre dose, on va se calmer tout de suite et du coup, ils avaient zappé le Japon et on était allé en Thaïlande à la place, ce qui était très bien aussi d'ailleurs, hein, mais c'est vrai que bon, je voulais quand même aller au Japon, je regrettais un petit peu, bon, j'y suis allé depuis, mais... Ouais, mais voilà, par moment, tu sais, les conditions sont plus fortes que nous, il faut... Soit tu le sens pas et il faut pas le faire, quoi. Et... Ouais, on hésitait, on a quand même longuement hésité, hein. Bon, ma mère, elle était là genre, non, t'y vas pas! Ok, bon, d'accord. Ah, Mais, avant que je parle du TGS, parce qu'il faut que je parle un petit peu, quand même. t'avais un petit rant à nous faire sur... Ah, j'avais un... Ouais. Mais oui, j'avais un petit parce qu'on est rant after parce eight, que- il faut que tu fasses balance un peu ta hate. Ouais, mais c'est pas tant de la hate, c'est plus... ça m'a amusé. Mais en fait, le sujet est sensible puisqu'il m'a valu une engueulade avec une amie sur Twitter qui depuis m'a unfollow, donc c'est dire si c'est sensible. Ouais, oh là là, drama. Mais je Eh te bah préviens ouais. tout de suite, j'entends déjà ma copine
maugrer contre toi en disant putain il déconne, il va Mais dire c'est- des conneries. Oui. Mais c'est pas grave. Donc bah voilà, j'espère qu'elle est pas vraiment fâchée, mais bon bref, c'est la rentrée, et comme à chaque rentrée aux US, bah, c'est la rentrée des séries, et il y en a plein, il y a plein de nouvelles séries qui se lancent, dont MacGyver et l'âme fatale, dont j'espère ne plus jamais avoir besoin de parler, parce que j'espère qu'elles vont disparaître très vite. Hein, certaines disparaissent au bout de 3 épisodes, enfin, après je dis ça se trouve ça va être très bien, mais même si j'en ai à peu près... Oh, je suis persuadé que ça sera pas bien du tout, mais c'est pas grave. Il y en a qui dureront une moitié de saison, et puis il y en a qui seront les hits de demain. Et donc, évidemment, à chaque rentrée des séries, bah, il y a des articles sur les nouvelles séries dans la presse. Ce qui est normal, hein, jusqu'ici rien de grave, sauf que quand on regarde un peu de plus près, bah, on se rend compte que bah, tu as une toute petite minorité de ces séries qui va être visible légalement en France, en tout cas dans les mois qui viennent. Alors, je vais être très clair tout de suite, moi, je m'en fous complètement que les gens piratent, y compris les journalistes, hein, qui sont, je crois, des gens comme les autres. Tu peux confirmer, c'est des gens comme les autres? Je sens de l'ironie, mais avant de te cracher à la gueule, je te laisse parler. Bref, moi je m'en fous, je suis pas là pour faire la leçon sur le piratage, je pense qu'on a tous les deux piraté des trucs et que ça nous arrivera encore à l'avenir. Ça se joue entre la personne et sa conscience, et puis un petit peu le FBI, mais bon, bref. Et je veux bien entendre tous les arguments possibles disant que c'est quand même chaud de devoir attendre des mois qu'une série sorte si elle sort, parce que c'est vrai, et qu'en plus je suis d'accord que la distribution des séries c'est quelque chose de compliqué, et que des fois en France ça met des mois à arriver quand ça arrive. Alors, ça met des mois à arriver, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Hein. Ah, ça je veux dire, fait énormément de progrès. Il y a avant, il y avait des laps de temps de 3-4 ans, voilà. Des séries qui sortent jamais, des trucs de fond de catalogue que tout d'un coup ils décident de sortir au bon moment. Après, t'as ou encore les des diffusions, genre, je me souviens de moment, je pense que vraiment l'éclosion de la notion de saison et de série, tu vois, enfin de la notion de périodicité de saison, c'était Urgence et Friends et Urgence, ils balançaient les épisodes, ils faisaient 3 épisodes par soir, du coup ils niquaient leur stock en un mois, enfin c'était grotesque la manière en de fait, diffuser. Le concept de saison, je pense qu'il a vraiment éclos avec 24 heures chrono, parce que pour Urgence, tu voyais une continuité, mais le concept de saison était jamais vraiment... Enfin, France 2 t'en parlait vraiment jamais, quoi. Parce que je pense qu'ils ont commencé la diffusion avec quelques années de retard, donc ils avaient du stock, donc ils en ont balancé genre 2-3 saisons d'un coup avant de l'épuiser. Mais bon, bref, le concept de saison, c'est un truc qui est arrivé un peu plus tard. Et comme tu dis, il y a eu du progrès. Friends aussi. Ouais, Friends aussi. Mais il y a eu des progrès. Bon, il y a encore des séries qui n'arriveront jamais, il y a encore des séries qui sont en retard, bon, bref. Moi, ce qui m'a fait un peu réagir, c'est que tous les ans, on peut assister à une espèce d'étrange contorsion de la part de la presse, qui parle haut et fort de tout un tas de trucs qu'ils n'ont pas pu voir autrement qu'en piratant sauvagement. Et que leur lectorat sera bien obligé de pirater pour aussi pouvoir s'y intéresser. Ce qui m'a fait sourire, c'est que c'est un peu une exhibition volontaire d'une activité illégale qui, a priori, ne dérange personne dans la rédaction. Et je pense même qu'elle est encouragée, parce que les séries, ça intéresse les lecteurs, c'est un sujet d'époque, et puis voilà. Moi, qu'on mentionne l'existence de ces séries, je trouve ça tout à fait normal, c'est le boulot d'un journaliste, y a pas de problème. Là où je trouve ça un peu plus chatouilleux, entre guillemets, c'est quand on te sort un top 10 des raisons pour lesquelles tu dois regarder la série machin, sinon t'es un gros ringard qui pue du cul, et que quand tu regardes la série en question, elle est complètement introuvable également. Voilà, moi je trouve ça un peu bizarre, et je me demande ce qu'en pensent les distributeurs à les ayant droit. Je trouve pour le moins cocasse qu'une presse qui d'un côté répète, et avec raison, qu'elle est en train de crever parce que plus personne ne veut payer pour la lire, ou même regarder ses publicités, je trouve ça bizarre que d'un autre côté, on incite ses lecteurs au piratage d'un autre média, parce que moi, quand je fais un truc louche, je m'en vante pas forcément publiquement. Bon, tu droppes le mic, mais moi je vais te répondre. Moi j'ai été responsable de section import presque toute ma vie toute ma vie professionnelle dans la presse jeux vidéo. Je m'occupais des sections Japon, et je peux te le dire, il y a des moments où on a été obligé de faire avoir recours au piratage parce que c'était pour l'information, mais c'est pas quelque chose dont on se vantait, c'est quelque chose dont on n'a jamais parlé. Mais le truc, si tu veux, c'est que quand il y a un objet physique, et pour le coup, avec les jeux vidéo à l'époque, parce que à l'époque les jeux vidéo c'était uniquement du matériel, il y a toujours un moyen de l'avoir légalement. Et là, si tu veux, c'est possible aussi que le journaliste ait reçu des CD avec les pilotes des séries et qu'il les a regardés dans la complète légalité. Ou qu'il habite les États-Unis. Ou que le journaliste habite les États-Unis. Le problème, c'est que, mine de rien, implicitement, il invite son lectorat à pirater, parce que le lectorat, lui, il n'a pas accès à ces séries-là, et il y aura accès peut-être quand elles seront disponibles en Blu-ray ou quand elles seront importées. Le format est quand même particulier, et c'est la même chose avec les films. Première, par exemple, ne publie pas les critiques de films lorsqu'ils sortent dans leur pays d'origine. Ils attendent la sortie en France pour le faire. Alors, ils peuvent toujours parler des films et les évoquer et en parler,
Mais si tu veux, pour moi, la démarche est un petit peu différente. Et le fait que là, ce soit du broadcast fait que, oui, légalement, il n'y a aucun moyen de voir la série légalement en France, au moins pendant 24 heures. Mais pour plusieurs des séries qui ont été abordées, il n'y a aucun moyen légal. Et dans le cas d'un jeu vidéo, il y a toujours l'import parallèle. Mais ouais, mais la série aussi, tu sais, il y a ce côté region lock où tous les marchés, toutes les régions sont différentes et traitées parfois de manière assez cocasse, en fait, j'ai envie de dire. Ah, mais c'est merdique Parce même. que... Et je suis d'accord, hein, c'est ça le pire, je suis d'accord. Il y a des gros problèmes. Alors après, il y a des problèmes qui peuvent être réglés. Il y en a d'autres qui sont plus difficiles à régler au niveau distribution. Et c'est pour ça que je dis, moi, je veux bien entendre tous les arguments possibles et que ça me dérange pas que les gens piratent. Moi, je m'en tape. Ce que je trouve cocasse, entre guillemets, c'est que là, c'est évident qu'il y a de l'incitation au piratage parce qu'il y a zéro moyen légal de le faire. Et donc, que ça soit au vu et au su de tous dans la presse, je sais pas, je trouve ça bizarre. Bon, d'abord, Voilà. tout le monde ne le fait pas. Et moi, je suis plutôt de l'intérêt de l'écrit. C'est-à-dire si ça te permet de faire un bon article, la fin justifie les moyens. Comme rentrer par effraction. Enfin, je veux dire, tu vois ce que je veux dire, c'est que si ça te donne quelque chose d'intéressant au lecteur, c'est ça qui est le plus important. Souvent, en plus, les articles que tu mentionnes, en général, ils te font des listings de ce qui sort et ce qui sort pas. Écoute, par exemple, là, j'ai vu Shin Godzilla. Je pense que Shin Godzilla, il va sortir en DVD avant la fin de l'année au Japon. Putain, il sort dans les salles aux États-Unis en octobre, dans quelques salles limitées. Je vais essayer d'y aller. Ouais, non. Alors, on va peut-être en reparler dans les recos, mais c'est le meilleur. Comment te dire, c'est le mélange de kaiju et à la fois de bureaucratie porn. C'est des gens dans des bureaux qui parlent, quoi. On en reparlera dans tes recos, parce que j'ai des questions. C'est fabuleux. Donc ouais, non, je suis pas complètement d'accord avec toi. Moi, j'ai eu recours à le piratage. C'est pas quelque chose dont on se vante quand on est journaliste. Mais bien sûr, mais si tu veux, quand tu parles d'un truc et puis la notion numérique a un peu tout changé puisque aujourd'hui tu obtiens exactement le même produit que de l'autre côté du globe, alors que avant il y avait la notion de cassette vidéo, de dégradation, tu vois. Voilà. Mais maintenant, regarde, imagine de copies quand il s'agissait de bandes enregistrées. Enfin, vraiment, la notion numérique a un peu changé tout ça. Et mais ça me scandalise presque autant que quand je vois des musiques qui sont pas disponibles sur iTunes en France, alors que ils sont sur le store Jap. Enfin, c'est ce qui me paraît grotesque. Non, mais tout ce qui est region lock et tout le bordel, c'est une aberration complète. Et là-dessus, je suis entièrement d'accord, hein, si tu veux. Mais tu verras pas la presse musicale faire des reviews d'un disque à leaker, par exemple. Enfin, il y a alors il y en a eu. Si, il y en a eu. Il y a eu beaucoup des cas de leak de disques assez connus et je sais pas les exemples en tête, mais si c'est un truc au contraire. Le leak devient un événement en soi, quoi. Genre il y a eu des faux leaks de Daft Punk et tout ça et genre si ça devient un événement en soi et c'est peut-être intéressant d'en parler aussi. Je te dis, moi l'important pour moi c'est le lecteur dans ce cas-là. Et c'est pas parce que c'est pas parce que tu le pirates que tu dis qu'il faut le pirater. Y a pas de notion d'exemplarité à mon avis. Mais quand tu fais un top 10 des raisons pour lesquelles tu dois regarder la série bidule sinon tu crains, pour moi t'incites à pirater. Ah, je sais pas. Moi je me suis fait convaincre par une amie qui est journaliste de regarder Transparente et je crois qu'à l'époque il y avait aucun moyen. Et oui, en plus parce qu'il y a les séries Amazon et ça. Et t'as recommandé JCVD là, la série de Jean-Claude Van Damme, le pilote, il y avait pas de manière légale de le voir même pour toi, je crois. Si, moi je suis client Amazon Prime, hein, donc si. Ah, donc tu l'avais gratos. Ah bah oui, moi je l'ai vu sur Amazon. Hein. Ah d'accord. Mais je crois qu'Amazon Prime, il gère pour l'étranger ou pas? Si t'as un proxy, ça marche. Ouais, voilà, enfin, du coup, c'est comme quand moi je me connecte pour aller jouer à un MMORPG en Jap, où ils m'interdisent alors que je suis un gaijin, quoi. Ouais, voilà. Si tu veux, le fait de faire sauter un region lock en utilisant un VPN, ça, techniquement, ouais, ça va les faire chier, mais tu payes quand même pour le service, donc quelque part, pour moi, c'est pas vraiment piraté, quoi. Tu payes pour quelque chose, pourquoi on t'interdirait de le faire, quoi? C'est grotesque, mais voilà. Là, c'est un problème de localisation, si tu veux. C'est différent d'une série qui passe à la télé et pour laquelle t'as vraiment zéro autre moyen que le piratage, quoi. Mais ouais, c'est exactement ça.
was wonderful. Bravo! I loved that. Oh, it was great. Well, it was pretty good. Well, it wasn't bad. Well, there were parts of it that weren't very good, It though. could have been a lot better. I didn't really like it. It was pretty terrible. It was bad. It was awful. It was Get terrible. him away! Hey, boo! Fool! Bon, est-ce qu'on a un peu le temps que je parle un peu du TGS? Bah, on est à 40 minutes, donc il serait bien que tu commences à parler du TGS. Je pense que ce serait bien. Eh bien, écoute, je me suis assez bien amusé dans ce salon qui a fait beaucoup d'efforts pour masquer les trous, en fait. Pour masquer parce qu'avant, il y avait des espaces étendus dans des halls et tu sentais qu'il y avait des gros problèmes de gestion d'espace, quoi. Et là, Est-ce que c'est pas parce que l'industrie du jeu vidéo japonaise n'est pas à son meilleur? Est-ce qu'elle va mieux? Moi, je pense qu'elle va mieux. Et surtout, je pense que là, elle est en train de se lancer à corps et âme dans la VR. La VR, elle représente un espoir pour l'industrie japonaise. Et alors, tous les stands avaient leur putain de VR. Que ce soit Square Enix, ils avaient un truc de réalité. Je vais reprendre une expression de Greg, mais est-ce que la VR, c'est pas l'Eldorado des jeux pour petits gros? Tu veux dire par rapport aux otaku? À chaque fois que Greg le dit, j'imagine le petit gros à lunettes avec la coupe au bol qui collectionne les posters d'idoles sur les murs de sa chambre. Écoute, je vais te dire, j'ai vu les trucs les plus glaireux du monde voilà. en VR. C'est ça que tu voulais. Tu voulais que j'aille tout de suite dans le sujet. Je veux que tu parles à l'essence. Oui. Je veux que tu parles des jeux qui t'ont le plus marqué. Oui, au pays du virtuel et de tout, enfin, tu vois, le Japon, quoi, tu vois, Hashtag le Japon. Hashtag le Japon, c'est évident que t'allais voir les trucs les plus glaireux des idoles virtuelles et de tout ce que tu veux, enfin, au pays d'Hatsune Miku et de Aibo, quoi. Et oui, j'ai vu des trucs affreux, mais par exemple, il y avait une école et son but, c'était de créer la technologie pour de la VR, mais en même temps pour donner un truc concret. Ils ont mis un mannequin avec un uniforme d'écolière et tu pouvais le toucher et en jeu ça donnait que tu touchais une idole en fait. Et, mon Dieu. Et j'ai fait un des mecs, j'ai fait, vous êtes sûr de ce que vous faites parce que putain vous allez vous faire votre pire et votre pire ça va être chaud. Non mais ça va pas sortir de hashtag le Japon je pense. Voilà, ça c'est hashtag le Japon. Il y en avait un autre, c'était encore plus flippant, non c'était pas plus flippant mais c'était différent. C'était une idole qui est devant toi et toi t'essayes de l'attraper pour la toucher. Évidemment elle avait l'air underage de ma boule. Donc déjà tu essayes de l'attraper, donc tu la harcèles en la poursuivant pour ensuite la toucher. Alors, tu la taquines, tu essayes de l'enlacer, et puis ensuite tu essaies de lui tapoter la tête, mais elle s'enfuit à chaque fois, tu vois, genre... Ah, putain, c'est creepy au possible. C'est creepy. Attends, parce que il y a le prochain, c'était... et le summum de l'horreur, c'était... Il y avait une espèce de petite piscine dans laquelle tu rentrais, enfin une petite baignoire. Ouais. Il y a pas d'eau, hein, bien sûr, mais tu rentres dedans, et on te mettait un casque virtuel, et tu te retrouvais dans un bain avec Chibi Cléopâtre, avec Cléopâtre kawaii de 12 ans. Oh, et t'es dans le bain avec elle et ce que tu pouvais faire c'était tu pouvais baisser la tête pour rentrer la tête sous l'eau et essayer de voir entre ses cuisses s'il y avait un truc caché entre ses cuisses. Et il y avait un petit canard jaune de bain. Il y avait genre un logo et tout ça, enfin il y avait un petit easter egg, mais le fait qu'il y ait un easter egg soit entre des cuisses d'une Cléopâtre de 12-13 ans, c'est très hashtag le Japon tout ça, c'est complètement hashtag. Oui, mais donc ouais, du coup si t'es un petit stand en ce moment au Japon pour te faire remarquer, fais le truc le plus gross, le truc le plus cracra. En VR. Il y a beaucoup de escape room VR de plus en plus. C'était vraiment, c'était vraiment le salon du VR. Et puis il y avait le salon Sony où il y avait le fameux Summer Lesson où tu es un prof et ça c'est ouf quoi. Où t'es un prof particulier, et pendant l'été, et la fille elle rentre dans sa propre chambre et tu es là en train de l'attendre. Tu m'as fait très très peur là. Tu es en train de l'attendre dans sa propre chambre, donc au début elle flippe un peu. Et en fait, ce qui est horrible, c'est que tu lui apprends rien en fait, mais par contre, tu augmentes ses statistiques d'élèves. Ah bon. Mais pendant ce temps-là, tu la reluques en fait. C'est ça aussi Et ça c'est chez Sony ça. C'est chez Namco, c'est chez Bandai Namco. Ouais, et c'est un jeu qui ne sortit éditeur, quoi. Et c'est un jeu, le producteur c'est le producteur de Tekken, il a dit ça sortira pas en Occident, on veut pas d'emmerde en fait. Ouais, justement. Et ce qui est con parce qu'en fait moi je suis pour que on en parlait précédemment, je suis pour que tout sorte partout hein. C'est juste que tous les marchés ne sont pas prêts ouais. Et c'est genre ils veulent s'éviter les problèmes, voilà. Ouais, culturellement c'est quand même tendax de sortir des trucs pareils en Occident quoi. C'est Alors écoute, j'ai failli en parler un jour dans un Gaijin Dash et Puyo m'a
m'a coupé la parole parce qu'il a dit on veut non parle pas de ça parce que Pas je de sais de quoi polémique. tu vas et il m'a dit je sais de quoi tu vas parler. Non, mais c'est archi tendax quand même. Il y avait une boutique et elle a fermé depuis pas longtemps parce que maintenant ils font vachement plus gaffe sur la pédophilie et surtout la pédophilie en lieu public qui a pignon sur rue. Ils font plus attention. Mais il y avait une boutique pendant des années et il y avait marqué U15 et U15 c'est Under 15 et elle vendait des vidéos de gamines, mais souvent filées par les parents, quoi. C'est-à-dire les parents se faisaient du blé. Ah putain, ah oui, donc ouais. des vidéos. Oh là là là, oui, non, d'accord. Ouais, ou je ne sais quoi, mais je suis jamais rentré, mais par contre je peux te dire que je crachais devant cette boutique. Non, mais tu m'étonnes, non, parce que Et déjà... c'est un peu con parce que tu vois, c'est un peu con, je suis un occidental, j'arrive avec ma morale d'occidental, mais là je crois que c'était vraiment le truc. Non, mais je voilà. peux pas, voilà. Il y a des limites quand même, quoi. C'est sûr Heureusement, que... je veux juste préciser, heureusement il n'y avait pas de ça au Tokyo Game Show, hein, je précise. Oui, il y avait pas les vidéos. Mais non, mais voilà, déjà les idoles... C'était un salon plus sexy que d'habitude. Hein. Ouais, mais déjà les idoles virtuelles ou en animé, c'est déjà creepy pour un occidental, mais voilà, quand c'est des vraies vidéos... C'était un salon beaucoup plus sexy, les costumes étaient vraiment plus sexy, les filles étaient plus sexy. Il y avait plus de mecs aussi, c'est-à-dire parce qu'il y a ce qu'on appelle au Japon les otome games, et c'est pour que les filles draguent des bellâtres. Donc il y a une espèce de... Faut pas oublier que Final Fantasy XV est genre il vise genre évidemment le public féminin en particulier. Avec il y a 4 bellâtres, ces 4 héros bellâtres, et du coup tu peux t'imaginer tous les yaoi et les fanfictions qu'elles vont faire dessus. Oui, donc quand tu disais qu'il y avait beaucoup de filles, c'était des spectatrices qui étaient là pour le Tokyo Game Show, tu parlais pas juste des hôtesses. Ouais, voilà. Ah non, bien sûr. Le marché japonais est quand même assez équilibré en termes de joueurs-joueuses, et puis Pokémon Go un peu encore rééquilibré tout ça, tu peux t'imaginer, puisque enfin vraiment ça reste quand même le pays du jeu vidéo, c'est juste qu'il est moins visible, mais le Japon c'est quand même le pays de l'entertainment permanent. Et écoute, moi ce qui m'a le plus marqué, je dirais, comme chaque année j'adore Yakuza. Yakuza c'est vraiment la violence, justement la violence et le cul et tout ce que tu peux t'imaginer. Putain, c'était la violence du jeu de mots sur la home de Gamecult aussi. Bon, j'avoue, c'était la rue Kitano. Ah oui. Alors celui-là, bon, j'avoue, il était beau, mais putain, sans déconner, il était un peu hardcore. Et ouais, et il y a Kitano dedans, et c'est ma boule. Genre, il y a un bébé, Kitano qui balance un bébé au ralenti, en gros plan, c'est vraiment, il y a, comme d'habitude, ils ont remis les hôtesses, et maintenant tu peux faire des chats sexy avec les hôtesses, enfin tu vois, et puisque c'est un Yakuza, hein, c'est évidemment c'est moins ma boule, je dirais, que Ryuga Gotoku 0 qui te disait violence, sexe, argent. C'était les leitmotifs de Yakuza 0. Alors le 0 c'est celui qui se passe dans le Japon féodal ou je confonds? Non, c'est celui qui se passe dans les années 80 au moment de la bulle économique japonaise, et donc il y a plein de trucs du genre comment ça s'appelle, de l'immobilier, il y a la gestion d'immobilier et tout ça. Il est sorti en Occident le 0? Non, je crois qu'il va sortir. Je crois qu'il est prévu. C'est Sony qui s'en charge. Tu sais que j'ai jamais joué à un seul Yakuza. J'ai le 1 et le 2 sur PS2, mais je n'y ai jamais joué. Je les ai, ils sont sur ma... Fais-les toi, c'est vraiment chouette. Je vais les faire, mais ils sont sur mon étagère. Bon, il y a Yakuza 1 qui est ressorti en méga HD là, mais bon. Toi, je sais que t'es un grand fan de la série Yakuza. Est-ce que c'est le jeu que tu attends le plus? Est-ce que c'est ton jeu préféré du salon? C'est un jeu auquel je vais jouer, c'est sûr. Ouais. Après, le truc, c'est qu'il y a Final Fantasy XV auquel je vais jouer absolument. Ouais, après, tu sais quoi, ça manquait de titres un peu forts en dehors de cela. Tu vois, il y avait The Last Guardian et ce genre de choses. Mais The Last Guardian qui a beaucoup déçu Puyo, si j'ai bien compris. Ouais. Et c'est à 2 mois de sa sortie, donc autant dire que c'est foutu. C'est mal barré, ouais. Enfin, en tout cas pour Puyo. Non, bah pour moi aussi, moi de toute façon, j'étais pas client à la base, donc ça m'a. Ah non, moi j'y jouerais dans ma non-attente. Moi, j'y irais par pur intérêt. Mais est-ce qu'il y a un jeu que tu attends, mais qui n'a strictement aucune chance de sortir du Japon? Ah non, mais parce que les trucs de série B, maintenant, ils sortent maintenant, les Earth Defense Force. Tout ça, ça sort. Ah oui, c'est vrai, oui. Il y en a un qui m'a fasciné, et ça s'appelle Megami Meguri. J'en ai écrit une preview pour Gamecube, justement, et c'est un jeu où tu es avec une petite déesse, évidemment kawaii, et tu utilises ta Suica, tu sais, c'est la carte Navigo japonaise, mais qui sert aussi pour de paiement. Et tu l'utilises, tu tapes la 3DS avec ta carte.
Et la 3DS la lit, et du coup elle lit Et les ça fait offres. une microtransaction, et hop, Et ça part direct je chez crois Nintendo. pas si bien dire. Ah, putain. Genre, si par exemple tu as dépensé 200 yens pour acheter ton Coca, elle va dire ah tu as dépensé 200 yens, pourquoi t'as dépensé cet argent? Le flicage est ma boule. Et Ah ouais. ce qui est génial, c'est que ça reconnaît les 9000 gares dans tout le Japon. Mais tu Et fais pas donc- les paiements directement avec, quand même. Non, je pense pas. Ça Ça serait serait incroyable. pousser le vice assez loin. Ça serait incroyable, mais pourquoi pas. Mais elle reconnaît les 9000 gares et du coup, elle va te dire, oh, t'es allé à Ginza? Mais alors, comment c'était, tu sais? Et donc, c'est un jeu de conversation. Il y a beaucoup de jeux de communication cette année. C'est vraiment le style de l'année, je dirais. Beaucoup plus de. Non. Et du coup, tu tapes la discute avec cette DS qu'il faut. Donc c'est, ouais. en gros, c'est Siri, mais kawaii. C'est Siri Kawaii avec ton Navigo. Voilà. Et ta CB Moneo. C'est un beau résumé. Et c'est tout, c'est tout ce que tu fais? Tu es contente de parler? Ouais, c'est un jeu de communication, ouais. Et elle est kawaii, voilà, c'est à peu près. Ouais, c'est bah exactement après, ça. Et je pense que ça, en termes d'intrusion, c'est assez ma boule. Et c'est Capcom qui fait ça. Donc, tu vois, l'éditeur de Street Fighter a vachement changé avec le temps. c'est Capcom qui récupère tes informations de carte de crédit au passage, des fois que. Mais ouais, non, mais la Suka, donc la carte Navigo, c'est vraiment un truc qui lie le Japon de manière assez incroyable. Voilà. Bah écoute, Et très bah, bien. je crois qu'on a fait le tour du TGS. J'en parlerai au fur et à mesure, puisque forcément, je parlerai de Final Fantasy. Ouais, on sera amené à reparler. Tu pourras ouais. reparler de Last Guardian aussi. Voilà. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça va être les actus de fin d'année là, qui vont être très très jeux vidéo, très films. Bah ouais. Bah, alors, Bon, et toi tiens, puisqu'on parle de jeux vidéo, Vas-y. moi, je viens tout juste de finir Alan Wake. Alors, j'ai fini l'histoire principale, j'ai pas encore fait les DLC. J'en ai un peu parlé sur Twitter déjà, donc les gens qui me suivent savent déjà ce que j'en ai pensé. Est-ce que tu y as joué, toi, Alan Wake? Non, j'ai jamais joué à Alan Wake. Alors, Alan Wake, donc c'est fait par Remedy, c'était les gens qui étaient derrière Max Payne 1 et 2. Il y avait une proposition qui était une sorte de roman de Stephen King en jeu vidéo. Et pour ce qui est de l'ambiance, bah là c'est plutôt réussi. Pour ce qui est de la réalisation, c'est plutôt solide aussi, c'est plutôt joli, il y a des chouettes décors, il y a une belle ambiance. Mais par contre, il y a vraiment un gros problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de bastons. Où en fait, on se bat contre des espèces de personnages fantômes qui s'appellent des Taken. Et il faut leur pointer dessus avec ta lampe torche pour les rendre tangibles, et ensuite tu peux leur tirer dessus. Et le gros problème, c'est que y en a tellement que l'effet de surprise n'est plus là du tout. Et que le jeu aurait pu être un pur jeu d'ambiance avec quelques monstres qui te tombent dessus à droite à gauche de temps en temps. Ça aurait fonctionné à balle, ça aurait fait peur. Et le problème, c'est qu'il y en a tellement, mais tellement, que ça au final devient un jeu d'action archi prévisible. Genre au moindre détour sur un chemin, tu dis ah là je parie qu'il y a un monstre qui arrive, et il arrive. C'est assez systématique. Et voilà, à la fin du jeu, t'as buté 500 monstres, t'as cramé 900 corbeaux, et puis surtout le gros problème, c'est que c'est écrit n'importe comment, et pour un jeu qui met en scène un écrivain, bah c'est un petit peu dommage. Donc voilà, Alan Wake, bon, je suis pas trop déçu parce que je l'avais acheté en solde sur Steam, donc j'ai dû le payer 5$. Mais c'est quand même une déception parce que ça avait un potentiel de maboule. Et ben je ne peux pas vraiment le recommander parce que c'est pas un jeu qui est très agréable à jouer au final. C'est un peu chiant, et parce que les bastons sont mal foutus aussi, donc c'est pas génial, c'est pas top. Bon, bah, c'est un non-reco. C'était ma non-reco pour la semaine. Est-ce qu'on passe à nos vrais recos? Allez, on va passer à nos vrais recos parce que là, mine de rien, pour un épisode sans sujet, on est à 53 minutes, et ben c'est pas mal. Ah, c'est nous. Hein. Je vous hais tous au plus haut point. Vous et puis toute votre clique de terroristes. Vous n'êtes qu'un sale gang d'assassins de bas étage, des putains d'enfoirés qui font chier la terre entière. Donc si vous voulez vous adresser à moi, essayez plutôt de causer à mes burnes. After était à titre trompeur parce qu'à la fin on balance nos recommandations. Et là je pense c'est bon, on a fait un petit peu de hate, maintenant c'est bon, on peut revenir sur des trucs qu'on aime. Voilà. Allez, qu'est-ce que tu vas nous recommander, mon ami? Allez, Kix? je commence. Je me suis rendu compte qu'on avait scandaleusement oublié de parler d'une BD dans notre épisode spécial, l'épisode 19. Et cette BD, c'est pas n'importe laquelle. Bon, en même temps, on avait parlé de Why the Last Man, qui est donc écrite par Brian Kevough. Et bien, du même auteur, il y a une série de science-fiction incroyable. Est-ce qu'on peut dire que c'est du space opéra quelque part? C'est clairement du space opéra. C'est complètement du space opéra. C'est Saga. Donc toujours écrit par Brian Kevough, dessiné par Fiona Staples, qui a un style formidable. Moi j'aime beaucoup son trait. Ah, je te recommande Archie que j'ai recommandé. Bah oui, et il
Il est sur ma liste de comics qu'il va falloir que je rattrape. Et donc Saga, de quoi ça parle? Alors Saga, c'est l'histoire d'une planète et de sa lune qui se font la guerre. Et sur sur cette planète et cette lune, deux espèces vivantes différentes se battent. Il y en a une, donc c'est des humanoïdes les deux, et il y a une race humanoïde qui a des cornes et l'autre qui a des ailes. Et les deux se font la guerre. Et alors, soit j'ai oublié, soit on sait pas trop pourquoi ils se tapent sur la gueule en fait au final. Ça a jamais été bien expliqué, on sait juste que c'est un conflit qui est hyper vieux. Et que, en gros, à chaque fois qu'il y a eu une tentative de paix, il y a eu une attaque d'un côté et de l'autre, et que donc ils s'accusent mutuellement d'envenimer le conflit. Et donc au sein de ce conflit, on a deux personnages, un mec avec des cornes et une nana avec des ailes, qui se rencontrent. Lui, il était prisonnier, elle était garde, et ils tombent amoureux l'un de l'autre. Et elle déserte, elle l'aide à s'enfuir. Et Saga, c'est donc l'histoire de ce couple qui, envers et contre tout, décident de fuir, de laisser tomber leurs espèces respectives, qui font un enfant. Et c'est donc raconté du point de vue de l'enfant, ce qui est très drôle parce que c'est un bébé pendant au moins... donc moi je lis les TPB, sur les 5 premiers TPB c'est encore un tout petit bébé. Là sur le dernier TPB elle est un petit peu plus... Elle est presque ado, elle doit avoir 8-9 ans. Et elle commence à parler. Et ce qui est incroyable, c'est toutes les espèces aliens qui les entourent, c'est l'ambiance autour que Brian Kevough a réussi à créer, et puis largement aidé par le dessin de Fiona Staples qui l'aide à concevoir des races extraterrestres incroyables. Et puis il y a des personnages qui sont fous. Moi je suis super fan de Lying Cat par exemple, qui est un espèce de gros chat qui accompagne The Will. The Will c'est une sorte de mercenaire, et Lying Cat c'est donc un chat qui a réussi à détecter les mensonges, et donc quand quelqu'un ment, Lying Cat fait lying, et c'est tout. Et ça amène à des situations assez drôles. C'est un peu Matcha du Dr Gang dans Dr Gadget. C'est ça. Bon, il a pas trop la même gueule, mais je trouve qu'il a un super design. Lying Cat, d'ailleurs, il y a une référence à Lying Cat dans un comics de Secret Wars. D'ailleurs, il faut qu'on parle de Secret Wars. Il faut qu'on fasse un épisode spécial sur Secret Wars, et on le fera. Tu sais quel est mon passage préféré, moi, de Saga, et je vais essayer de pas spoiler, mais je crois que c'est dans le 2e volume. Vas-y. C'est quand il rencontre les parents du mec. Ah bah oui. Les parents du mec. Les parents arrivent à la fin du premier TPB. Ouais, et j'adore ce moment où tout d'un coup c'est une famille étendue, et du coup elle rencontre sa belle famille. Et je vais juste t'évoquer ce passage. C'est le moment où il y a un truc avec la magie dans ce monde-là. Tu peux annuler la magie que si tu révèles un secret que personne ne connaît. Et du coup, et le moment où du coup ça peut faire des chocs, quoi. Du coup les gens révèlent des choses très importantes à des moments clés, et du coup c'est très très émouvant. J'adore le passage des grands-parents, quoi. Ah bah oui, le passage où le père révèle son secret, il est assez fou. Moi, c'est un très beau passage. Je pense que c'est une beauté. C'est un comics, moi ça me. Si vous avez aimé Why the Last Man, allez-y. Si vous n'avez pas aimé Why the Last Man, allez-y. Mais je comprends pas ce que vous faites ici. Et vraiment. Et même si vous n'êtes pas forcément client de SF, moi par exemple, je suis pas vraiment client de SF en roman. Enfin, c'est très rare. Et là, j'ai été subjugué. Je suis vraiment super fan. Donc voilà, Saga. Il y a 6 TPB sortis. On dépasse les 70 chapitres en floppy, donc prenez plutôt les volumes reliés. Et il faut que je me mette à jour, parce que je suis plus à jour de Saga. Ça fait quelques mois que j'ai pas. Parce que l'apparition était un peu erratique à un moment. Ouais. Faut que je parle très rapidement de la race des robots. C'est donc avec une espèce avec les têtes. Mais oui, télé. Ils ont des têtes de télé, et ils sont formidables parce que t'as les nobles qui ont des télé couleurs. Tu as les pauvres qui ont des télés noirs et blancs, et putain, le roi, mais le fou rire que j'ai eu la première fois que j'ai vu le roi, je vais pas dire à quoi il ressemble, mais il faut absolument le voir, voilà. Non, c'est vraiment le monde qu'ils ont créé est génial, et Brian Kevough en plus il fait d'autres bons comics en ce moment. Enfin, j'en parlerai peut-être dans les prochaines émissions. Moi, j'aimerais bien une adaptation en série animée, parce que pas en filmé, mais en série animée, je pense qu'il y a moyen de faire un truc vraiment chouette. Oh, c'est faisable. Peut-être si Adult Swim nous écoute. Ouais. Et écoute, moi, Margot, je l'ai évoqué. J'ai été pas mal au cinéma, et j'ai vu Kimi no Na wa, j'ai vu Ikari, et surtout pas surtout parce que je vais en parler que d'un en fait. J'ai vu Shin Godzilla. Voilà. Et Shin Godzilla, il est réalisé, surréalisé. On dit Sou Kantoku, donc ça veut dire que c'est le réalisateur principal, tu vois. Par Hideaki Anno. C'est bien de dire ça parce que ça ne néglige pas le rôle du réalisateur de la deuxième équipe, par exemple.
Ouais, et puis ça veut dire qu'en fait, il y en a un qui donne les ordres et l'autre qui est le larbin, quoi. Ouais, voilà. Et Hideaki Anno a clairement une vision, faut le dire, c'est le réalisateur et créateur de Evangelion. Entre autres, ouais. Et de Nadia, enfin tu vois toutes enfin et quand même des classiques et Gunbuster, des classiques de l'animation japonaise. Et je pense que c'est son meilleur film parce que il a complètement compris un truc. C'est vraiment un film à la fois post Fukushima de toute évidence. Et Est-ce qu'il y a des références évidentes à Fukushima dedans? Genre, ils disent le nom ou non, ils parlent de... non. D'accord. Au Japon, c'est un peu too soon. Hein. Ils font Ouais. pas de blague là-dessus. D'accord, donc le Vraiment, Shin alors- Godzilla n'est pas réveillé par le séisme ou par Non. Fukushima. Ok. Mais par contre, ils traitent l'administration. On dit, genre, ça pourrait être Fukushima. L'administration réagit pareil en fait. Ils sont complètement paumés, ils savent pas quoi faire et ils font. Et alors, genre, il y a un grand danger et qu'est-ce qu'ils font? Des réunions. Et c'est tourné un peu comme Social Network. Alors clairement, c'est pas la précision du montage de Social Clairement, on peut le dire, Network. Shin Godzilla c'est mieux que Social Network. Non, mais par contre, tu sens l'influence de Social Network. C'est ébouriffant de stupidité d'administrative parce que tu vois, genre tout d'un coup, il y a une scène, genre on est au milieu du film, tu penses que ça y est, c'est bon, on va passer à la baston. Et non, tout d'un coup, ils alignent les photocopieuses. c'est à se pisser de rire. Il y a Mais pourquoi? parce que c'est de l'administration japonaise. C'est des Ouais, mecs d'accord, qui sont clueless et ils disent bon bah, et tout d'un coup, il y a tout un débat pendant 5 minutes sur comment on appelle la bestiole, quoi. Et Parce que c'est essentiel. parce que il faut lui donner un nom à cette bestiole. Ah, c'est bien sûr. Et Parce que comme ça, tu pourras en faire une petite mascotte kawaii après. ouais, bien sûr. Mais c'est clairement un film post Social Network, post Fukushima, et ça sent. Et les acteurs, tu sais, d'habitude quand ils réussissent ou quelque chose, on dit ah ils sont kakoi, tu vois, ils sont beaux gosses, tu vois. Là pas du tout, tu vois. La meuf, elle lui dit ça sent beaucoup là. Il fait ouais, je me suis pas douché. Et normalement, tu sais, c'est plutôt la classe, quoi. Tu vois, ça fait alpha male qui en a rien à foutre, qui est là pour le danger. Il fait ah non tu pues. Et genre la plus grosse scène d'action de bureaucratie, c'est à un moment il y a un mec qui donne une petite bouteille d'eau à un mec, quoi. C'est à ce niveau-là, c'est à hurler de rire. Sauf que il y a que moi et mon pote qui hurlent de rire puisque les Japonais sont pas genre Ils prennent ça super au sérieux. ça déclenche pas le rire chez eux, mais c'est un film extraordinairement drôle. Vous êtes pas fait virer de la salle? Non, bien sûr que non. Bon. Voilà. Donc ma recommandation c'est Shin Godzilla. Je sais alors je n'incite pas au piratage, mais je sais qu'il sort en novembre donc aux États-Unis. Donc si vous avez si par hasard En octobre aux États-Unis. en même. octobre et ça fait partie du contrat parce qu'en fait ils ont dit si vous faites un film US, nous on fait un film Jap et vous devez le distribuer comme si c'était genre et donc ils le distribuent quoi. C'est une vraie distribution dans le pays. Et mais le problème c'est que quand je vois le film est parce que j'ai fait du sous-titrage, tu vois le film il est insous-titrable quoi. Il va sortir en France ou pas du tout? Il y a pas de J'ai pas date de prévue. nouvelles. Je pense que j'imagine quand même quelqu'un va le sortir au moins en direct vidéo ou quelque chose comme ça. C'est passionnant et ça te surprend. Il y a plein de choses auxquelles je me suis dit off. Et en fait, au fur et à mesure du film, je fais ah non, c'est pas du tout ce que je pensais quoi. Ouais. Et c'est très appréciable pour un film de genre. Et la musique en plus, puisque c'est génial. La musique est un rehash à la fois d'Evangelion et de Godzilla. Genre il y a une musique. T'as déjà vu Evangelion ou pas? Oui, j'ai vu Evangelion et j'ai vu The End of Evangelion. J'ai pas vu les derniers films par contre. Il y a la musique, genre la musique la plus connue d'Evangelion d'attaque. Et genre, tu sais, le tambourin qui fait tin, 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 tu vois, le rythme le plus connu. Ouais, je vois, ouais. Et bah, il y a cette musique, et normalement, ça passe à autre chose, la musique. Et là, non, la musique, elle est en tambourin, mais en continu, et tu as l'impression qu'elle va commencer à tout moment, mais en fait, jamais elle commence. C'est le même musicien que Evangelion, hein, faut pas... D'accord. Et c'est génial. J'ai passé un super moment. Je me suis pas emmerdé une seule seconde, alors que quand même, c'est putain de la fucking bureaucratie. Genre, et il faut suivre, hein, putain, c'est super compliqué. Je comprends que mon pote, avec qui j'ai, Fabien, donc qui a fait le design de After Eight, en était à son 3e visionnage. Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est vraiment un film touffu. C'est hilarant. C'est hilarant. Voilà, je recommande Shin Godzilla. Et en plus, si vous allez au Japon, je pense qu'il passe encore. C'est un des succès de l'année. On était dans une salle à 10h du mat à Shinjuku. La salle était remplie.
C'est le 11, 12 et 13 octobre à Los Angeles. C'est le 11, 12, 13 octobre à New York. Bon, a priori, si vous êtes aux USA entre le Pour le 11, 12 et le Comic-Con. 13 octobre, vous pouvez éventuellement essayer de voir Shin Godzilla. Non, mais il y a une belle sortie en plus. Il est dans plein de salles. Bon, Et évidemment, je pense qu'il sort dans au moins 6 mois en DVD, donc Ouais. à moins d'être un pirate, et nous n'incitons pas au piratage. Pas du tout. Voilà. Mais voilà, il sort dans vraiment beaucoup de salles au final. Je suis assez épaté. Évidemment, durée limitée sur 3 jours aux USA, mais si vous êtes aux USA le 11, 12 et 13 octobre, vous pouvez aller voir Shin Godzilla en version sous-titrée. Bah, je crois qu'on peut boucler là, mon ami. Et ben voilà. Et d'ailleurs, oui, alors pour finir, l'affiche dit du 11 au 18. Donc voilà, du 11 au 18 Voilà. aux USA et au Canada. Bon. Donc si on a des auditeurs canadiens, ils peuvent aller voir Et Shin on en Godzilla. a, on les salue. Bah écoute, c'était la fin du 21e épisode d'After Eight. Et oui, c'est terminé. Quix, où peut-on te retrouver? On peut me retrouver sur Twitter, KWYXZ, sur Gaming 609UTX peut-être, je referai des choses un jour, des fois. Et sur les forums de Gamecult, et toi Daniel sur Gamecult aussi je crois. Ouais, pas mal sur Gamecult. Chez OTGS, normalement il y a Gaijin Dash qui est diffusé. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, KAMUIROPOTICS. Et puis sur Super Ciné Battle. Bah Et oui, Super Ciné écoute, Battle. c'est la première fois qu'on n'a pas d'épisode en stock, alors que normalement on devrait en diffuser un lundi. Donc, Bah ouais. et en plus c'était génial parce que j'étais dans la montagne au Japon et puis je recevais des listes encore, tu vois. Et il y avait vraiment de très bonnes listes. Et normalement, je fais juste un sidebar sur Super Ciné Battle. J'avais dit des films, si vous voulez vraiment qu'on les détruise, j'ai donné quelques noms. Et les mecs m'ont envoyé exactement la même liste de voilà ces films qu'ils veulent qu'on détruise. Donc oui, un jour on va parler du Hunchback de Notre-Dame, vous inquiétez pas. Non mais c'est bien, mais par contre j'aimerais bien que Hook descende un peu plus par contre, va falloir faire des efforts les gars. Ah mais Hook est très très bas quand même. Non, il est beaucoup trop haut, je suis désolé. Et tu sais que c'est un film culte, pas à moi bien sûr, mais à madame. Mais je sais. Et elle me dit mais c'est pas possible. Et genre mais objectivement, tu sais c'est le film que même lui a rejeté quoi. Mais voilà, même Spielberg renie ce film. Que voilà, envoyez-nous vous pouvez toujours nous envoyer des listes et on n'a pas encore fini avec les années 90, mais ça marche vraiment bien, on est très content. On vous remercie donc pour After Eight et pour Super Ciné Battle. Et la phrase rituelle, c'est que vous pouvez nous retrouver sur le site afterite.fr, iTunes, YouTube et ben voilà, on a bouclé. On est bon. À bientôt pour le prochain épisode. Des bisous. Ciao. Salut. Eh ben 1h07 pour un épisode qui avait pas de sujet, c'est pas mal.